J'étais chanceux que c'était le cas. Puis c'est sûr que je veux discuter davantage sur ton parcours entrepreneurial que je trouve intéressant. Euh, Pourquoi, on va avancer un peu. Ouais. Tu es maintenant installé au Québec. Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? Puis je sais que tu as eu des expériences avant ça. On peut peut-être parler de ton background un peu plus en détail plus tard, mais en entrepreneuriat en particulier, qui intéresserait probablement les gens qui écoutent en ce moment. Ouais. À l'époque, je ne sais pas si c'était aussi identifié. On parlait pas nécessairement de l'entrepreneuriat. Puis moi, quand j'entends ça aujourd'hui, ça me fait un peu bizarre, ça me fait drôle. C'est comme si avant qu'on en parle autant, ça n'existe pas, alors que à la base, c'est le commerce, c'est la création d'entreprises, ça existe depuis très 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 longtemps là. Okay? Mais bon, il y a une espèce de vague, on se découvre entrepreneur. Alors c'est intéressant, il y a quand même des choses à dire sur l'entrepreneuriat, mais pour répondre à ta question, j'ai fait des études en commerce, en gestion. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai été assistant de recherche au HEC à Montréal et j'ai hésité à poursuivre des études, à faire un doctorat. Et à un moment donné, comme j'étais en avance par rapport à la session, on m'a proposé d'être chef de projet junior sur la construction du premier site web pour Industrie Canada. Et ça, c'était donc, on est au milieu des années 90. On appelait ça les autoroutes de l'information. Il n'y avait pas encore, le grand public connaissait pas le web, l'internet. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Puis j'étais très conscient qu'il se passait quelque chose, que c'était pas anodin, que c'était majeur. Et donc j'ai eu de la chance d'être dans un bon milieu, qui est le milieu universitaire ou qui est souvent source d'innovation, et d'avoir eu cette proposition de travailler sur ce projet-là. Donc j'ai fait partie de cette première génération qui a pu toucher un peu au web et à des projets de construction de sites web. Et ensuite, quand j'ai vu que il y avait beaucoup de potentiel, je pense j'ai compris avec d'autres que au-delà de l'échange de l'information, on pourrait faire du commerce. Et donc moi, c'est assez naturellement que j'ai voulu créer un premier site web avec lequel on pourrait échanger. Alors aujourd'hui, on dit une plateforme, mais à l'époque, c'était un site de vente en ligne, Cinebox. Et puis j'avais trouvé que dans un marché que je connaissais assez bien, parce que quand j'étais étudiant, je travaillais dans un vidéoclub, et dans ce marché-là, il y avait l'essor du DVD. Donc, les planètes étaient alignées, il y avait une bonne synchronisation, un bon timing, et le DVD s'est révélé être un très bon produit, un très bon support pour le commerce électronique. C'était petit, léger, donc facile pour de transport. Tu sais, je ris en ce moment parce que, si tu me permets, oui. Mon histoire de créer une site que je peux dire probablement e-commerce, on dirait e-commerce aujourd'hui, puis de cibler un produit en particulier étant les DVD, ça ressemble énormément à la réflexion que Amazon avec Jeff Bezos ils ont eu au début avec les livres à cause de leur dimension, leur poids et le coût. Ça semblait être une bonne niche avec laquelle commencer. Puis vous avez fait la même chose avec les DVD. Puis je veux prendre une seconde pour apprécier les similitudes entre les deux parcours parce que c'est pas évident quand tu vois un trend, ben tu sais peut-être pas que tu es dans un trend macro. Entre autres, le dot-com boom, tu as fait référence que l'Internet allait devenir peut-être quelque chose de grand. Là, tu avais comme une intuition que
qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais de là et prendre le saut et saisir l'opportunité, c'est une autre chose. Donc, j'aurais peut-être une question cachée dans tout ça. C'est à quel point est-ce que tu prends le saut quand tu commences à voir un genre de macro-trend? Aujourd'hui, on a les crypto-monnaies, on a l'intelligence artificielle, on a des technologies comme ça qui semblent être des macro-trends aussi, mais à quel point est-ce que tu prends le saut? OK. Je ne sais pas au départ ce que ça va devenir. J'ai une conviction, mais il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, il y a 50 000 sites web à peu près dans le monde. Okay? Aujourd'hui, on est à 1 milliard. Puis, le web n'est pas du tout structuré de la même façon. Et moi, j'ai pas connaissance de Amazon à ce moment-là. J'ai pas connaissance de Google parce que quand on navigue, les quelques sites qu'on a de navigation, moi, je me souviens d'avoir été je surfais, puis j'ai été, je pense, sur le site web de l'ambassade de l'Union soviétique. Okay. Donc, bon, peut-être Russie, là, ok, le mur de Berlin était tombé quand même, là, mais, mais je sais aussi que j'ai été sur l'ambassade de Chine. Donc, les ambassades, je pense, avaient déjà ça. Il y avait les universités, il y avait les ambassades, et là, j'avais l'impression de voyager, ok, depuis mon ordinateur. Donc, ça, c'était magnifique. L'avantage, peut-être, que j'avais, c'est que je venais de France. Et en France, il y avait le Minitel. Alors, Minitel, ça ne dit pas grand-chose aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord, mais c'est une invention qui était à la fois française et aussi britannique. Et c'était déjà le concept d'un poste avec un clavier que les foyers avaient à domicile pour pouvoir consulter des informations. C'est venu remplacer un peu les pages jaunes, les pages blanches, les fameux bottins papier. Donc, on avait ça. Mais déjà, à l'époque, on pouvait pianoter 3-4 chiffres et puis commander, par exemple, une pizza. Ah, OK. Ouais. Donc le concept était là, en germe. Et quand j'ai vu le web, je me suis dit, OK, c'est une technologie plus puissante, plus rapide, en couleur. Donc, pour moi, c'était assez clair, assez évident que ça allait prendre. C'est ça. Je ne sais pas si je le dis bien en français, mais une technologie habilitante. Ça donne des habilités qui n'existaient pas auparavant. Puis, pourtant, la demande humaine reste toujours constante. On a besoin de commander des pizzas, commander des DVD. Ouais. Mais avec cette technologie, ça nous permet de faire plus et de desservir encore plus de clients. Ouais. Donc, quand tu vois que... et là, à ce moment-là, pour moi, j'ai quand même un état d'esprit qui est très pragmatique. Okay? Souvent, on regarde la technologie, puis on mise beaucoup sur une technologie. Mais moi, dans mon état d'esprit, dans ma formation, dans les modèles d'affaires auxquels j'étais habitué, c'était d'avoir d'abord une offre et une demande. Okay? Et la technologie est un moyen. Et là, ce que je voyais, c'est que j'étais capable d'offrir un service, avec des avantages. Et c'était un modèle d'affaires, comme on dit aujourd'hui, disruptif. Parce que j'étais capable, avec le web, et puis évidemment une logistique en arrière, de fournir un contenu à davantage de monde éloigné. Okay? Donc, avant le web, tu voulais un contenu, tu allais au vidéoclub. Moi, je me souviens, j'habitais au quartier Côte-des-Neiges, il y avait notamment le fameux vidéoclub Foss, qui était très célèbre, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une institution. Il y avait la boîte noire aussi. Et désormais, avec le web, on pouvait
prendre ce contenu-là et l'amener à domicile. Donc, c'est l'inverse. C'est pas le client qui vient au vidéoclub, c'est le vidéoclub en ligne qui achemine le contenu. Donc, c'est une approche à 180 degrés et c'est pas, comment dire, c'est pas un point de vue révolutionnaire. Quand on se rappelle le concept du drive-thru avec les fast-food aux États-Unis, c'était ça. Hein. À un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit OK, bon, est-ce que on peut livrer autrement? Et puis ils ont pensé en dehors de la boîte et ils ont mis. Alors c'est ça. Donc moi j'ai juste vu que c'était très pratique, qu'il y avait beaucoup d'avantages. Et puis quand je me suis lancé, puis que j'ai lancé, je savais pas ce que ça allait donner. Je me souviens la première fois où j'étais en ligne, j'étais un peu comme un pêcheur. On met sa ligne, son hameçon, puis on regarde ce qui se passe. Puis là, j'ai eu un premier client, puis un deuxième, puis il y a eu un effet d'engouement, puis le bouche à oreille a fait la suite, et puis j'ai fait ça pendant 4